Je remercie Gabriel d'être toujours disponible. Le thème de la soirée, c'est justement son dernier ouvrage, l'Europe. Qu'est-ce que l'Europe? Où va-t-on? Qui sommes-nous? Je laisse Gabriel. Je vois qu'il a hâte de nous expliquer vers quel avenir allons-nous? Vers quelle direction? Obligé. Donc, je te laisse la parole. Ouais, bon. Je pense qu'on est là pour organiser le Blitzkrieg. C'est un peu complexe. Celui-ci, c'est un petit livret de poche, normalement. Puisque Roland Velli l'a édité, c'est devenu un peu plus grand. Et ce sont les éditions. J'ai une petite collection que j'ai organisée pour la formation politique. Donc, ce sont c'est pas vraiment. Enfin, c'est plutôt des pamphlets, des essais, enfin, c'est pas des livres hyper costauds. Et donc, il y en a en Italie, c'était le troisième d'une collection qui a déjà débouché dans le quatrième qui vient de sortir. Donc, le premier était la troisième position, le deuxième était le fascisme, le troisième était l'Europe, et le quatrième qui vient de sortir, c'est le terrorisme de la révolution bolchevique jusqu'au djihadisme. Bon, la position sur l'Europe, ce que j'espère de faire partir de ces livres, qui est en train d'être traduit en théorie en espagnol, en portugais et en allemand, et qu'il a été aussi de manière assez roustre en anglais, donc il faudrait que quelqu'un l'arrange en premier parce que hein? Bon, je t'envoie toutes les traductions de la fête, et puis tu vois volontiers. Et j'espère devoir répondre à un débat important. Pourquoi un débat important? Parce que je pense que on oublie toujours d'avoir une vision d'ensemble. Donc, je fais un exemple. Quand j'avais 18 ans, et les gauches ne faisaient que parler de plus-value, d'économie, etc. Je voulais trouver une vision économique qui pouvait répondre. Et tout le monde me disait, me regardant du haut, l'économie c'est plébéien, ceci c'est la guerre, blablabla. Donc pour découvrir l'économie de Révolution nationale, j'ai dû lire comme un fou, en cherchant tout seul des économistes, souvent juifs et communistes qui en parlaient, et de façon pas objective, mais au moins les données étaient là. Après, maintenant, aujourd'hui, je me trouve dans un milieu qui ne parle que d'économie. Ouais. Tout le reste est oublié. Et puis, ils sont tous devenus, à l'improviste, ils sont tous des grands experts de finance, de l'économie, de la monnaie, ils ont trouvé des solutions miracles. Ils expliquent, par exemple, que nous avons un problème parce que nous n'avons plus de souveraineté monétaire, ce qui est tout à fait vrai. Mais le problème, c'est que, par exemple, l'Italie a arrêté sa souveraineté monétaire en 1981. Et de 1946 à 1981, tout en ayant une souveraineté monétaire, n'a jamais eu de souveraineté. Donc, ça veut dire qu'on risque parfois d'exagérer quelque chose qui ne veut pas dire qu'il est faux. Il y a quelque temps, quand dans ce milieu-là, on a découvert l'économie et la monnaie, et donc tout un ensemble de discours qui sont techniquement et sur la base assez fondés, mais après il faut se connaître pour pouvoir voir s'ils le sont ou ne sont pas. Il disait par exemple que le grand problème de la monnaie, c'était que les banquiers pouvaient mettre de la monnaie du néant. Donc, ils pourraient mettre de la monnaie sans qu'elle soit garantie,
Donc, ce qui faisait que c'était riche et que nous étions pauvres. Trois mots. Hein. Ce qui est vrai en partie, ce qui est faux en partie, je ne rentre pas dans le détail maintenant. Donc, il disait qu'il fallait absolument que la monnaie soit garantie par quelque chose de solide, parce qu'on ne peut pas imprimer la monnaie comme peu importe comment. Aujourd'hui, les mêmes gens disent que notre problème, c'est parce que nous ne créons pas la monnaie, il faut l'imprimer de toute manière. Alors qu'en fait, c'est un bric-à-brac incroyable. Alors, je me suis dit quand même qu'il faut peut-être être un petit peu à hauteur de la tâche, parce que sinon c'est pas la peine de faire l'opposition, parce que c'est facile de hurler le roi est mauvais, le roi est méchant, et tout le monde est capable. Mais si tu veux faire une opposition, l'opposition doit être quand même une opposition au moins crédible et qui mène une alternative réelle, donc sur un créé sur quelque chose. Et je me suis dit, on peut pas être schizophrène comme on l'est, parce qu'on ne peut pas être schizophrène qu'un jour la réponse à l'économie est le troc, l'autre jour c'est l'épée, le troisième c'est la dévaluation, ou qu'un jour l'Europe c'est le mythe, l'autre jour l'Europe c'est la merde. Ça ne va pas être comme ça. Donc il faut quand même comprendre qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on va, où on va, et ne pas faire, je fais un autre exemple, hein, ce qui me paraît, c'est une chose qui vient toujours même en politique. Et une fois j'étais interrogé par le juge sur la réunion qu'on avait fait, qui était une réunion du 15 août, pour eux c'était un sommet politique, c'était sur un lac. C'est sous des Roms. Là, finalement, je vais comprendre que si vous voulez faire un sommet politique, ce n'est pas la peine d'aller sur un lac. Bon, c'est pas grave. Et à un certain moment, il me demande est-ce que Constantinos est là? Je dis oui. Est-ce que Libre est là? Non. Alors non, cette réponse, il ne faut pas la mettre. Pourquoi? Parce que Libre, pour leur tête, doit être là. Et donc, de cette manière, en politique, on fait comme ceci. Tout ce qu'on arrange, ça va bien. Ce qu'on n'arrange pas, ça va mal. Donc, si on décide aujourd'hui que Poutine doit nous sauver, il peut même se mettre avec les Israéliens, c'est pas grave. Si on décide que Poutine ne doit pas nous sauver, il peut même mettre un portrait du chancelier allemand, il est mauvais. Et voilà, donc on ne fait jamais un discours sensé et on avance par des vagues générationnelles dans lesquelles il y a des gens qui s'excitent sans rien dire et surtout sans rien faire, parce que les jours où ils ont par exemple, faisons un exemple qui ne sera pas exact, mais mettons que le Front National français arrive au gouvernement tel qu'il est bâti aujourd'hui, c'est comme si Tsipras en Grèce. C'est-à-dire, le jour après, ils doivent régner tout ce qu'ils ont demandé, essayer de trouver quelques experts comptables qui leur expliquent comment ça marche, une caisse d'un supermarché. C'est ce qui se passe plus ou moins à Tsipras. Donc, je pense que j'ai l'impression qu'on bouge dans les brouillards sans rien faire et sans rien sauver. Alors, qu'est-ce que je me suis dit? Déjà, il faut se rapproprier de son propre mythe et réaliser son propre mythe. Contre ceux qui actuellement sont en train de le changer en autre chose. Donc je dis, il faut se rapproprier dans le sens positif de l'idée de l'Europe, même de l'Europe nation, ce qui ne veut pas dire qu'il faut se rapproprier dans le sens positif du Parlement européen ou de l'Union européenne. C'est bien autre chose. Et donc, il faut peut-être voir tout ce qu'il y a quels sont les terres actuelles de l'Union européenne, qui souvent ne sont pas celles qu'on pense. C'est-à-dire, parfois on exagère sur certains points sur les fautes que l'Union européenne a, et parfois on n'en voit pas d'autres qui sont encore qui existent et qui ne sont pas vues. Donc bon, c'est simplement pour avoir une vision un peu plus complexe, mais surtout c'est essayer de bâtir une autre Europe. Comment? Je pense en deux manières différentes. Tout d'abord en présentant un autre programme d'Europe, une autre constitution d'Europe, une autre façon de faire l'Europe qui soit le plus possible à la fois idéale mais réelle.
Donc, qu'il soit charnel, qu'il soit idéal, enfin bon, et donc, bon, je fais une ébauche évidemment de projet, c'est pas, je dis c'est le débat, c'est le but du débat, je ne pense pas d'avoir fait les manifestes pour l'Europe du 4e millénaire. Et en même temps, voir quels sont les éléments fondamentaux sur lesquels il faut se battre d'un point de vue de mentalité, d'un point de vue de façon de faire les choses, d'un point de vue, je dirais même de choc de civilisation, parce que là-dedans, dans la vision de voir l'Europe, il y a un vrai choc de civilisation, parce que je dis aujourd'hui, dans toutes les sociétés démocratiques occidentales, c'est la caricature de la grande-mère castratrice. Donc c'est surtout la guerre contre la virilité. Alors déjà, c'est l'affirmation de la virilité qui est fondamentale, donc c'est renversé de tout. Moi, franchement, je vois pas tellement de différence dans la façon de voir le monde entre Madame Taubira et Madame Le Pen. Parce que ce sont des détails, mais sur l'essentiel, c'est anti-viril complètement. Quand je dis Madame Le Pen, je parlais de femmes, mais si on ajoute Sarkozy, si on met Sarkozy dans le lot, ça rien, c'est la même vision du monde finalement. Et aussi, bon, la chose fondamentale, c'est pour ça que je voulais même lancer l'idée de la prolongation de ce que j'appelais l'évo-léninisme, c'est-à-dire mettre ensemble de façon d'imaginer les choses et d'agir. Donc, c'est pour ça que je pose des exemples concrets, des choses qui sont en train d'être faites, qui peuvent être faites encore plus dans l'affirmation d'un pouvoir local, d'un pouvoir autonome qui soit quand même relié, parce que il ne faut pas attendre d'avoir une majorité quelconque pour obtenir un pouvoir quelconque qui, du reste, ça ne se tient pas par la majorité, c'est le pouvoir qui donne la majorité, c'est pas la majorité qui donne le pouvoir, c'est un peu la réalité, pour espérer qu'un jour on puisse changer les choses qui ne changeront pas si tu n'as pas déjà créé, tu ne les as pas déjà changé toi-même. Et donc, je mets ces deux éléments et j'ajoute encore quelque chose, c'est que je suis convaincu que de toute manière, la souveraineté nationale ne peut plus nous tenir, parce que dans l'ère de satellite, c'est techniquement impossible, sans compter que ce serait de toute manière possible s'il y avait des hommes. Bon, déjà, il n'y a pas des hommes, puis en plus, il n'y a pas la technique, il n'y a pas la liberté, donc ce n'est pas un discours, disons, nostalgique des années de la démocratie chrétienne qui nous mènera quelque part. Je pense que le processus continuera de se faire, et de se faire de pire en pire, mais qu'il se fera de lui-même. Alors, je crois que nous devons essayer de trouver, de faire des actions d'une logique révolutionnaire, en créant aussi ce que j'appelle un parti léniniste de cadre, mais un parti léniniste de cadre qui n'est pas un parti, dans le sens que je crois que c'est pas de fonder un parti, avoir les cartes de gens, mais je pense qu'il faut fonder de quelque manière un parti de cadre qui puisse être dans tous les partis nationaux dans toute Europe, et créer un amalgame, quelque chose d'homogène dans l'action, tout en respectant ce que, effectivement, j'explique là-dessus, dans une logique confédérée, tout en respectant les différentes histoires, les différentes cultures, les différentes attitudes ethniques, et en essayant de proposer même une façon complètement différente de s'articuler socialement et économiquement, mais avec du réalisme, pas trop avec des rêves, parce que je vois que par exemple aujourd'hui à Saint-Doit, avec toute la bataille contre l'usure, qui est tout à fait juste, mais qui a commencé à l'époque de Bonaparte, donc qui n'a pas commencé aujourd'hui, très souvent on arrive dans un simplisme qui me paraît très semblable à la plus-value de marxiste. C'est-à-dire, on arrive élémentairement à trouver le grand problème, et le problème, c'est après, c'est de faire les choses. La plus-value, par exemple, c'est quelque chose qui existe.
C'est quelque chose qui existe. Selon Marx, c'est la façon d'exploiter les travailleurs. Il faut faire la révolution pour éviter la plus-value. Mais en évitant la plus-value, on élimine quand même le marché. Mussolini a simplement trouvé une autre façon de socialiser la plus-value et de changer complètement la relation, et je pense que c'est pareil un peu sur tout le genre de choses. Donc d'après moi, c'est de reprendre les pôles centrales. Voilà. Je crois de faire un petit peu la résumé. Non, je pense que c'est mieux peut-être question-réponse. Parce que j'imagine que la plupart des choses que je dis, je confonds les idées parce que vous donnez des fausses idées. Oui. Quand vous dites Mussolini, il a travaillé sur la plus-value, la référence, comment il avait fait? Il a socialisé, c'est la participation des ouvriers à la plus-value était redistribuée en partie. Ok, ça. Bon, je veux dire, c'est original. C'est pas suffisant, je veux dire, aujourd'hui, ça se fait même dans les grandes entreprises. Ce qui reste capitaliste, pour moi, la vraie réponse des civilisations économiques et sociales, c'était le corporatisme. Et je crois il y a de fortes chances aujourd'hui pour relancer le corporatisme en Europe. Il y a de fortes chances en plus parce que du moment où les syndicats sont en perte de vitesse, ils n'ont pas de pouvoir. Ils ont perdu du pouvoir, ils ne représentent plus rien. Et au moment où il n'y a plus de société, au moment où tout le monde, où il ne reste que des lobbies ou des gens seuls, mettre ensemble, pour dire une chose stupide, mais pour mettre ensemble, mettons 100 personnes d'une catégorie de travail en Italie, plus 100 en Allemagne, plus 100 en France, plus 100 en Espagne, on arrive à avoir beaucoup plus d'impact qu'avec un syndicat de 40 000 personnes. Ça deviendrait un lobby européen avec nos idées. C'est ça le but. C'est ce qu'on avait parlé.